La liquidité, bon, c'est le maître mot en cette fin d'année 2025, le manque flagrant de liquidité. On n'a pas assez de liquidité, c'est pour ça que on est en fin de bull run. On n'a pas de phase haussière, on n'a pas de nouvelle jambe haussière parce qu'on manque de liquidité. Bon, on va essayer un petit peu de revenir sur ce sujet parce que j'ai l'impression que c'est pas super bien compris et surtout j'ai un avis un petit peu différent de la majorité des gens à ce sujet-là, au niveau de cet indicateur. Donc je vais vous expliquer ce qui, selon moi, est intéressant de regarder pour du coup l'indicateur de liquidité, mais également ses limites, parce qu'il y a beaucoup de limites à cet indicateur. Je vous rappelle que pendant le bull run de 2017, d'accord, si on dézoome un petit peu et qu'on revient regarder ce qui s'était passé à l'époque en 2017, si je vous affiche le bilan de la Fed, que vous voyez juste là, le bilan de la Fed, si on le regarde sur le bull run de 2017, on n'était pas en phase d'expansion monétaire comme on a pu l'être justement pendant la phase de Covid. Donc en fait, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi on a des phases haussières ou pourquoi on a des phases baissières. Bon, déjà, ce que je vous propose, c'est on va regarder ensemble sur un graphique un peu long terme, qu'est-ce qui se passe sur un marché et qu'est-ce qui fait qu'un marché va monter ou qu'un marché va baisser. D'accord? Donc là, on est sur la courbe du Bitcoin depuis sa cotation, depuis le début de sa cotation, en l'occurrence début d'année 2010. Ici, on a du coup une courbe en régression linéaire, d'accord? On a une courbe logarithmique qui augmente et on a des phases d'expansion, d'accord? D'expansion du prix, des phases de bull run, des phases de consolidation, des phases de bear market, donc des phases de retracement et de correction. Et là, on est dans une phase de bull run, dans une phase d'expansion du prix qui a commencé globalement depuis la faillite de FTX, à peu près voilà, début novembre 2022. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait? Je vais vous poser une question simple. Ceux qui me suivent sur la chaîne auront la réponse, mais qu'est-ce qui fait monter le prix d'un actif, quel que soit l'actif, quelle que soit la période? Peu importe, qu'est-ce qui fait monter le prix de cet actif? C'est tout simplement le déséquilibre entre offre et demande. Si j'ai plus d'acheteurs sur un marché que ce que j'ai de vendeurs, je me retrouve à avoir un prix qui va monter. Tout simplement, le prix va être en expansion pour tout simplement trouver des vendeurs. Je vous rappelle que à chaque fois qu'on a un acheteur, on a un vendeur en face. Mais le problème, c'est que si dans une pièce, j'ai en attente 10 acheteurs et 5 vendeurs, les acheteurs vont être prêts à mettre plus cher pour pouvoir être exécutés. D'accord? Ça a été le cas dans toutes les phases de bulle, mais c'est également dans toutes les phases d'expansion de prix. Si Nvidia augmente autant en termes de valorisation ces derniers temps, ces derniers mois, etc., c'est qu'on a énormément de personnes qui veulent être positionnées sur le narratif de l'intelligence artificielle, donc ils sont prêts à mettre plus d'argent que le voisin pour réussir à obtenir une action Nvidia. Et ça, puisqu'on a une surenchère de prix, on va avoir une augmentation du prix. C'est très très simple, mais c'est important de revenir sur ses fondements. Parce que quand on parle de liquidité, en fait, on vient uniquement parler d'un afflux de nouveaux acheteurs. D'accord? Donc, ce qu'on va regarder, en réalité, le facteur vraiment fondamental, c'est de regarder combien on a d'acheteurs versus combien on a de vendeurs. Si on a plus d'acheteurs que de vendeurs, peu importe si on est dans une phase d'expansion monétaire ou non, d'accord? Je vous rappelle un petit peu, on va reprendre cet indicateur-là, beaucoup le regardent, c'est le bilan de la Fed, d'accord? Cette courbe jaune, c'est le bilan de la Fed, c'est-à-dire donc la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, pour faire simple, qui décide d'émettre de nouveaux billets ou d'en retirer sur le marché. Bon, c'est très schématique, d'accord, mais c'est la planche à billets, quantitative easing, les phases où cette courbe monte, d'accord, les phases de quantitative tightening, d'accord, les phases où cette courbe vient baisser, d'accord, c'est la planche à billets inversée, c'est-à-dire qu'en fait on va brûler des billets, basiquement, et ici, donc, vous voyez qu'on oscille entre des phases d'expansion monétaire, on a plus de billets en circulation, puis de resserrement monétaire. Donc là, par exemple, on a un retracement de cette courbe-là jaune qui vient retirer des billets en circulation, puis une nouvelle phase d'expansion monétaire, donc là pendant la phase Covid où on a vraiment alimenté la planche à billets pour sauver entre guillemets l'économie, hop, jusqu'à cette période-là, courant 2022, puis une phase de quantitative tightening d'ailleurs, donc que vous voyez juste ici. Alors on a eu un petit sursaut qui correspond à la faillite de la Silicon Valley Bank, d'accord. Donc les dépôts des clients ont été sauvés par la Réserve fédérale américaine, donc c'est pour ça qu'on a un petit sursaut. Et ensuite on a eu justement ici une baisse
constante de ce bilan de la Fed qui nous amène jusqu'au mois de novembre 2025, qui représente la fin de ce quantitative tightening. Donc, vous le savez, la Réserve fédérale américaine a annoncé qu'il stoppait la réduction du bilan de la Fed. Donc, c'est-à-dire qu'au 1er décembre, date annoncée par Jérôme Powell, on aura une courbe qui va stagner, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on va repartir en expansion monétaire, mais ça veut dire qu'on va arrêter de baisser. D'accord ? Donc, c'est aussi simple que ça. L'expansion monétaire et le resserrement monétaire. Beaucoup le regardent, d'accord, parce qu'ils disent, effectivement, sur le bull run de 2020, on a eu une expansion monétaire et on a eu un bull run. D'accord ? Mais il faut différencier corrélation de causalité. C'est pas parce qu'on a eu une augmentation de la liquidité qu'on a eu une augmentation du prix. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On a eu une augmentation de la liquidité. Donc, les banques, les grosses institutions financières, les États se sont refinancés. Ils ont donné de l'argent via des stimulus à leurs économies. Donc, on a eu le chômage partiel en Europe, mais aux États-Unis, ils ont eu des chèques, d'accord ? L'administration fédérale a envoyé des chèques à la population pour qu'ils puissent faire leurs courses, pour qu'ils puissent acheter des choses, etc. Donc, en fait, cette liquidité-là, elle s'est déversée dans l'économie, mais se déverser, c'est pas un mot magique, d'accord ? C'est uniquement, on a donné cette liquidité, on a donné quand on a imprimé les billets via la planche à billets, on les a donnés à des gens. On les donne à des banques, on les donne à des particuliers via des chèques, on les met dans l'économie, c'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine va acheter elle-même sur le marché des actions. Donc elle va aller sur Bourse Direct et elle va cliquer sur j'achète pour l'action de ArcelorMittal ou Nvidia ou Tesla ou ce que vous voulez. Bon. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, mais c'est à peu près ça, hein. Honnêtement, c'est à peu près ça. Vous allez avoir du coup des personnes qui vont gagner sur les marchés financiers, parce que si vous avez des nouveaux acheteurs, je vous l'ai dit, déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, vous avez plus d'acheteurs qui arrivent, donc le prix des actifs monte. Et les personnes qui sont en profit sur les actions, ou les banques qui ont de l'argent frais qui arrive de la part de la Réserve fédérale américaine, tout simplement, ils vont essayer de le positionner quelque part. D'accord ? Donc quand ils vont le positionner quelque part, ils vont acheter à leur tour différents actifs. Alors ils vont acheter de l'or, ils vont acheter des matières premières, ils vont acheter des obligations, des cryptos, du bitcoin, des petites actions, plein de choses, d'accord ? Et donc le fait d'avoir un déversement de nouveaux acheteurs, c'est ça qui va faire monter les prix. Donc évidemment la liquidité, c'est un facteur important à regarder, parce que c'est un peu un sous-jacent du nombre d'acheteurs. Mais vous voyez que pendant le cycle de 2017, on a eu une expansion énorme du prix, d'accord ? On est passé de l'ordre de $200 à $20 000 sur le Bitcoin, en passant de janvier 2015 à décembre 2017. Et vous voyez que le bilan de la Fed, lui, a stagné. D'accord ? On n'était pas dans une phase d'expansion monétaire, on n'était pas dans une phase de resserrement monétaire. Mais tout simplement ici, on a eu un autre catalyseur. D'accord ? La liquidité, c'est un catalyseur. Il y en a 10 000 autres. D'accord ? Ce qu'on veut, c'est une différence entre acheteurs et vendeurs. À ce moment-là, en 2015 jusqu'à 2017, on a eu un énorme flux d'acheteurs. Et en l'occurrence, d'acheteurs retail, d'acheteurs particuliers. Pour ceux qui étaient là, moi j'y étais, vous vous rendez compte que à ce moment-là, on a eu beaucoup de news, on en parlait énormément. Dans les médias traditionnels, etc. C'était la première fois qu'on découvrait vraiment Bitcoin comme étant un actif, comme étant un moyen de faire fortune. Tout le monde parlait de si vous aviez acheté $1 de Bitcoin en 2009, actuellement vous auriez tant. C'est un narratif qu'on n'entend plus tant que ça d'ailleurs, mais qui à l'époque c'était vraiment le narratif majeur. Et donc ça a drivé énormément d'investisseurs particuliers à s'intéresser à la crypto et à s'intéresser au Bitcoin. Et donc en fait on a eu un tel déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, un tel afflux de nouveaux acheteurs qui pensaient faire fortune versus un nombre de vendeurs qui était le même, qui était constant, voire même inférieur, parce que ceux qui détenaient du Bitcoin ne voulaient pas le vendre, pensant qu'ils allaient devenir multi-centimillionnaires, etc. Donc en fait, on avait un tel déséquilibre que le prix est venu monter de manière parabolique. D'accord ? Donc là, on a eu un déséquilibre qui était motivé par un nouveau type de catalyseur qui était les investisseurs retail, les investisseurs particuliers. D'accord ?
En 2020-2021, on a eu deux choses. On a eu un afflux de liquidités qui a créé du coup des nouveaux acheteurs sur les actions, etc., qui ont fait que les personnes qui étaient en profit sur les actions ont mis leur profit où ils ont réinvesti dans d'autres actions, ils se sont diversifiés avec de l'or, des matières premières, puis ils ont commencé à investir dans la crypto, qui commençait à devenir un véhicule un petit peu plus stable et aussi un petit peu plus crédible d'investissement. On a commencé à avoir des entreprises type Tesla qui ont investi, etc. Donc ça a crédibilisé ce mouvement et donc on a eu des nouveaux acheteurs, d'accord ? Mais c'est uniquement ça. Ce qu'on veut, c'est des nouveaux acheteurs. Peu importe qu'ils viennent de la liquidité, peu importe qu'ils viennent du retail, peu importe qu'ils viennent des institutions financières, nous ce qu'on veut, c'est des acheteurs. Et donc on a un moyen de regarder non pas la corrélation justement entre liquidité et prix, mais la causalité vraiment du prix qui monte, c'est le nombre d'acheteurs. Et donc vous avez plusieurs moyens de regarder, et tous les indicateurs que je regarde sur cette chaîne n'ont qu'une seule vocation, une seule direction, c'est de regarder est-ce que j'ai plus d'acheteurs ou est-ce que j'ai plus de vendeurs, d'accord ? Donc évidemment vous allez regarder cette courbe-là, qui est la M2, d'accord ? La M2, c'est vraiment les dollars en circulation. Ici, vous aviez le bilan de la Fed, donc qui est un facteur important de liquidité, mais ici, vous avez la M2, d'accord ? La M2, c'est le nombre de dollars en circulation. J'exagère, mais c'est le nombre de monnaies en circulation, parce qu'il n'y a pas que des dollars. Donc ici, quand cette courbe monte, c'est pareil, vous avez une expansion de prix, mais ça ne veut pas dire que c'est corrélé, que c'est la cause, d'accord ? C'est encore une fois une corrélation, d'accord ? Vous avez des phases d'expansion monétaire dans lesquelles on va avoir une augmentation du prix et des phases comme ici par exemple. Alors je vais vous montrer, voilà, comme ici très récemment où on a une explosion de la liquidité en circulation et on a ici par exemple un prix qui stagne. Vous voyez ici, entre janvier 2025 et avril 2025, on a eu une baisse du prix. Alors, beaucoup disent oui, effectivement, c'est parce qu'on a un décalage entre la M2 et la liquidité réellement injectée, parce qu'il faut du temps pour injecter la liquidité dans les marchés et que ça se retraduise dans le prix des actifs. Alors pour beaucoup, vous voyez, beaucoup parlaient d'un décalage à peu près de 80 jours. Donc si je vous montre, alors effectivement, ça marchait bien pendant un temps. Alors, tac, je vais vous montrer ça. Ici, ça marchait plutôt pas mal. On a eu... Donc voilà, ici, j'ai mis 11 semaines, qui correspond à peu près à 80 jours. Bon, vous voyez, on avait du coup un décalage entre cette courbe. Donc là, c'est tout simplement un indicateur qui vient décaler la courbe de M2 dans le temps. Bon, vous voyez qu'on avait justement une belle corrélation entre justement l'augmentation de la M2 et l'augmentation du prix. Alors, on nous disait que justement à partir d'ici, on allait suivre cette M2. Vous voyez qu'on l'a bien suivi, mais là, depuis le mois de mai, on a une augmentation très forte de la M2 et on n'a pas d'augmentation forte du prix. Et ça, en fait, c'est tout simplement parce que c'est corrélé, mais c'est pas la cause. La cause, c'est tout simplement le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Donc les indicateurs qu'on va regarder un petit peu pour comprendre le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, ils sont nombreux. Le premier, c'est les ETF, d'accord ? À quel point la finance traditionnelle est en train d'acheter ou de vendre. D'accord ? Donc ici, vous avez une augmentation très forte des inflows sur les ETF, puis on a des phases de stagnation ou même de réduction, comme vous avez pu voir entre février 2025 et avril 2025. Et en fait, ça va être tout simplement des nouveaux acheteurs. Alors, effectivement, il y a certains achats qui correspondent à des baleines qui sortent vraiment de la partie crypto pour transformer des bitcoins de la partie crypto à la partie ETF. Vous avez beaucoup de choses un petit peu différentes, mais ici, ce que vous voulez voir, c'est une augmentation de cette courbe-là, puisque tout simplement, c'est des ETF spot. Donc si quelqu'un décide d'aller chez son broker et d'acheter du IBIT, d'accord, donc l'ETF de BlackRock Bitcoin, eh bien tout simplement, BlackRock va acheter des Bitcoins réellement sur le marché pour pouvoir les posséder. D'accord ? Donc ça, c'est un catalyseur de hausse, un catalyseur d'achat. Et ça, c'est évidemment une causalité et pas une corrélation, puisque si on a beaucoup d'achats, le prix monte. Aussi simple que ça. Vous avez une courbe ici, chez Glassnode, qui vous permet de le voir de manière un petit peu plus visuelle, avec des histogrammes. Vous voyez ici des grosses phases où on a beaucoup d'achats,
qui correspondent à des phases où on a une forte augmentation du prix, tout simplement parce que plus d'achats versus une demande, plus de demandes versus une offre qui est limitée, on a ici une augmentation du prix. Aussi simple que ça. On a le moyen de regarder ici les différentes accumulations et distributions des différentes cohortes. Est-ce que les portefeuilles de plus de 10 000 bitcoins que vous voyez ici en jaune sont en train d'acheter ou non? Vous voyez cette courbe. Quand elle est dans le négatif, c'est des phases où les portefeuilles de plus de 10 000 bitcoins sont en train de vendre. Et quand cette courbe est dans le positif, c'est les phases où les portefeuilles de 10 000 bitcoins sont en train d'acheter. Ici, vous avez les portefeuilles entre 1000 et 10 000 bitcoins, même logique, les portefeuilles entre 100 et 1000 bitcoins, et ainsi de suite. Vous avez toutes les différentes cohortes, d'accord, les différents groupes de portefeuilles. Alors, évidemment, ceux qui pèsent plus de 10 000 bitcoins sont plus importants que ceux qui pèsent entre 0 et 0,1 Bitcoin. Là, on a plutôt les investisseurs particuliers qui savent pas vraiment comment trader, comment investir et comment faire les choses de manière sérieuse. Donc, on va plutôt appeler ça de manière très péjorative les mains faibles, la dumb money, ce que vous voulez. Et là, on a plutôt les grosses institutions, la smart money, etc. Bon. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Vous avez des investisseurs intelligents qui se trouvent ici et des investisseurs assez stupides qui se trouvent ici, mais globalement, c'est ça qu'on va regarder. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est une différence entre acheteurs et vendeurs. Et en l'occurrence, on veut que les gros portefeuilles soient plutôt acheteurs. Ça signifie que ceux qui ont une logique d'investissement, ceux qui sont plus rationnels, ceux qui ont beaucoup d'argent à gérer, qui savent comment faire les choses proprement, sont en train d'acheter. Et à l'inverse, quand les autres sont en train de vendre et que ce sont les gros portefeuilles qui sont en train d'acheter, c'est justement ça qu'on va regarder pour essayer de se positionner de la même manière que les gros portefeuilles. Encore une fois, si j'ai tout le monde qui est en train d'acheter, le prix va monter, d'accord ? C'était le cas en 2017, d'accord, on avait justement des grosses phases d'achat massif. Ça a été le cas pendant le cycle de 2020-2021. Vous voyez qu'on a eu des grosses phases d'achat qui ont justement permis au prix d'augmenter très fortement. Et puis quand on a eu justement, vous voyez ici, les portefeuilles entre 1000 et 10 000 bitcoins qui ont fortement vendu pendant cette période-là de distribution de cycle, et c'est à ce moment-là que le prix s'est retourné, d'accord ? On n'avait pas encore de resserrement monétaire particulièrement important, on avait moins d'impression monétaire, mais on avait un resserrement monétaire qui était loin d'être dans un état de faiblesse énorme. Mais pour autant, on s'est retourné parce qu'on avait un niveau de vente très important, drivé par les portefeuilles entre 1000 et 10 000 bitcoins. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Donc vous voyez, on a beaucoup d'indicateurs à disposition, on a beaucoup de dashboards, etc. Vous avez par exemple ici la possibilité de regarder sur l'analyse on-chain également, du coup, la position prise sur les marchés spot, d'accord, donc les réels marchés de détention de Bitcoin. Est-ce qu'on a des prises de position importantes et par quel type de portefeuille ? Ici, on a les portefeuilles des big whales, des small whales et des retail, donc des investisseurs comme vous et moi, des investisseurs de détail. Donc ici, quand vous avez des gros portefeuilles qui se positionnent, c'est généralement avant des phases d'expansion. Vous voyez que c'est le cas, en tout cas dans des phases de bull run. C'est justement ce qu'on veut avoir. Et là, actuellement, c'est ce qu'on a. Vous voyez, on a des gros portefeuilles, des big whales qui sont en train d'acheter, qui sont en train de se positionner. D'accord ? Encore une fois, ce qu'on veut, c'est un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Actuellement, on a eu un tel déséquilibre vendeur, on a eu tellement de ventes de la part de petits portefeuilles qui se séparent de leur Bitcoin parce qu'ils paniquent, qu'on n'a effectivement pas réussi à inverser la tendance. Et donc, si on regarde sur du un peu plus court terme, effectivement, ici, le prix n'a fait que baisser sur maintenant 4 semaines consécutives, ce qui est assez rare sur Bitcoin. Ici, on a eu 4 semaines de vente consécutives parce qu'on a eu un tel niveau de panique depuis à peu près la cassure des 110 000 $ que, en fait, la pression acheteuse, même si elle existe, même si elle est là sur l'analyse on-chain, elle n'est pas suffisante pour annihiler cette pression vendeuse importante. Et donc ce qu'on veut, c'est justement regarder à quel point on a des zones d'achat, à quel point on a des zones de vente, d'accord ? Ici, actuellement, on a des gros portefeuilles qui sont en train de petit à petit se repositionner. Alors c'est pas encore massif,
mais ils sont en train de se repositionner. On a des ETF qui sont toujours en train de vendre, d'accord? Donc on a eu une petite réduction fut un temps, hein, donc c'est pour ça que moi j'ai commencé à titre personnel à me repositionner. Mais vous voyez que j'ai commencé à me repositionner, ça ne veut pas dire que je suis 100% investi, loin de là, parce que je pense que, effectivement, on n'est pas mûr encore pour repartir de manière fortement haussière, parce qu'on n'a pas un comportement comme on a pu avoir ici, avec une reprise du prix, une réduction des niveaux de vente, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que c'était clair pour vous. Donc voilà. Reprenez un petit peu de recul par rapport à la liquidité. La liquidité, c'est un facteur important, intéressant, mais c'est pas une causalité. Ce qu'on veut, c'est des acheteurs. Peu importe qu'ils viennent d'une augmentation de la liquidité, peu importe qu'ils viennent du fait que sur Google Trends, vous avez des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes qui s'intéressent à la crypto, que ce soit des investisseurs de détail, que ce soit des entreprises, que ce soit n'importe qui, des gros portefeuilles, ce que vous voulez, c'est des acheteurs. Sans acheteurs, le marché ne monte pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Ceux qui souhaitent un petit peu se renseigner sur notre cercle d'investissement, donc toutes ces analyses, tous ces indicateurs-là, je les transmets de manière synthétique et détaillée à toutes les personnes qui ont rejoint notre cercle d'investissement. Donc ceux qui le souhaitent, il y a tous les liens en description. Vous avez même une petite vidéo épinglée sur la chaîne qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait dans notre cercle d'investissement. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée.